Bonjour à tous. Mon nom est Alex de Blair. Je suis donc chargé de relations chez Eutronix avec nos partenaires, notamment dans le domaine de la détection incendie. Alors, je connais la plupart d'entre vous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous pour un petit peu partager autour de la détection incendie, et plus particulièrement dans le domaine industriel, qui est un petit peu particulier, qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Et donc, voilà, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Je pense que la majorité des personnes se sont à présent connectées, et donc je vais immédiatement partager la fenêtre avec vous. Alors, ici, donc, il s'agit d'une présentation que nous avons préparée avec notre partenaire Pfannenberg, qui est donc fabricant de matériel de détection incendie, donc principalement de sirènes, de flash. Ils sont basés donc à Hambourg, en Allemagne. Euh, alors, ils ont d'autres activités également autour de tout ce qui est cabinet de refroidissement, également pour le domaine de l'industrie, mais ce ne sera pas le sujet du jour. Alors, la présentation sera divisée en 4 parties. La première partie, on va parler des dispositifs de signalisation sonore, un petit peu de la norme N54.3. La partie 2, les dispositifs de signalisation visuelle, selon la norme N54.23. Dans la partie 3, on va traiter de l'importance des données BIM et un peu découvrir ce que c'est. Et dans la partie 4, on va survoler les solutions et les produits plus en détail. Alors, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous avez le chat à votre disposition. Alors, on vous répondra de manière individuelle par la suite. Ne vous inquiétez pas, mais on reviendra vers vous de toute façon avec les éléments de réponse. Donc, les dispositifs de signalisation sonore, les sirènes, comme on a tendance à les appeler en Belgique, les diffuseurs sonores, comme on les appelle chez nos voisins français. Alors, en préparant cette présentation d'aujourd'hui, j'ai été amené à un peu me questionner sur finalement, qu'est-ce que c'est le son? Alors, finalement, le son, quand on prend la définition, je dirais, à la lettre, c'est une perturbation de la matière se propageant dans un milieu élastique. Alors, le plus souvent, c'est l'air. Alors, c'est produit par une vibration, en général, d'un corps solide, liquide ou gazeux, qui constitue la source sonore. Alors, on a donc 3 éléments. On a la source, on a le milieu, et alors on a la partie récepteur. Pour info, le son, la vitesse du son, est de 129 600 km par heure ou 36 km par seconde. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose à quoi on pense systématiquement quand on est dans notre élément de détection incendie. Mais je trouvais ça intéressant de partager cette petite anecdote en prélude pour la suite. Alors, les exigences, comme vous le savez, les exigences, en général, se basent sur la norme N54.3 ou similaires selon le pays. Donc, en fonction de chaque pays, il y a des petites variances, des petites nuances. Si on regarde en général, on va essayer, on va avoir un bruit environnement, un niveau de bruit de fond, en fait, qu'il va falloir couvrir d'une manière ou d'une autre. En Allemagne, on va devoir atteindre 10 dB au-dessus de ce bruit environnant. En Pologne, 15 dB, en Autriche, 10 dB, etc. etc. Et en fonction du pays, on a fait le choix d'utiliser l'une ou l'autre tonalité. Le DIN-Ton en Allemagne, le Slowak aux Pays-Bas, la tonalité alterne en France, etc. etc. Alors, le niveau de bruit, finalement, il correspond à quoi? Ça dépend de l'environnement. Dans un environnement, je dirais classique, une conversation entre 2 personnes,
ben, on va être aux alentours de 60 décibels, par exemple. Donc, maintenant, quand on va prendre un environnement un petit peu plus sonore, comme une industrie justement, ben, on peut avoir des machines qui vont servir à la production, à la fabrication. Prenons le cas d'une menuiserie, par exemple, on va avoir des machines qui peuvent atteindre 100, voire 110 décibels. Et donc, ben, le bruit ambiant, pour autant qu'il soit d'une durée de minimum 30 secondes, parce que c'est cette durée-là qui détermine si un bruit fait partie du bruit ambiant. Donc, si on a une machine qui fonctionne pendant plus d'une minute, ben, finalement, c'est elle qui va déterminer notre bruit ambiant. Et donc, ça veut dire qu'il faudra monter au-delà de ces 110 dB pour atteindre un niveau ben, acceptable d'après la norme. Et donc, il va falloir mettre en place un certain nombre de moyens pour atteindre ce niveau. Alors, que mesure la norme EN 543? Outre les exigences générales en matière d'équipement, il existe des exigences relatives à la couverture sonore définies pour chaque tonalité. La pression acoustique émise horizontalement et verticalement est définie et incluse dans la certification produit. Donc en fait, en fonction de la tonalité, en fonction du produit, on va avoir des résultats différents. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors ici, on le voit très bien, c'est ce qu'on appelle un diagramme polaire. Euh, donc, en fonction de l'angle où on va se trouver, en face de la sirène ou dans la pièce, ben, le son ne va pas nous arriver de la même manière. Donc, si je me trouve ici, le long du mur, ben, si j'ai pas un autre mur en face qui va réverbérer le son, mais finalement, d'ici, je vais pas entendre la même chose que si je me trouve juste en face de la sirène. Euh, Ici, on le voit très bien, les endroits finalement où on va avoir la meilleure couverture sonore vont se trouver en général droit devant la sirène, mais de manière plus générale dans un angle voilà, qui va de 45 à 135 degrés. Alors, en fonction de nouveau de l'environnement, de ce qu'on va trouver au sol, ce qu'on va trouver sur les murs, de la hauteur des plafonds, la manière dont ce son va fonctionner, va se diffuser, ben, va fortement varier. Alors, si on parle un petit peu plus de dispersion sonore, bah voilà, comme je le disais, la couverture de la signalisation dépend du niveau de bruit ambiant existant, de la pression acoustique émise à chaque angle. La pression acoustique de l'appareil varie d'une tonalité à l'autre. Donc, effectivement, si j'utilise un dim tone, si j'utilise un slow whoop, ben, on va avoir finalement des sons qui vont aller du plus grave au plus aigu, qui vont redescendre, ou alors qui vont être tout à fait intermittents. Ben, ça va faire que le résultat va être différent également. Le niveau sonore du diffuseur est atténué de 6 décibels à chaque fois qu'on double la distance par rapport à celui-ci. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me tiens à 1 mètre de la sirène et que j'ai un niveau de 100 dB par exemple, eh bien à chaque fois que je vais reculer, donc si je recule à 2 mètres, à ce moment-là je vais perdre 6 dB. Si je recule à 4 mètres, je vais encore perdre 6 dB et ainsi de suite. Enfin, l'appareil atteint différentes pressions sonores en fonction de l'angle de mesure, c'est ce que nous avons vu dans le diagramme polaire. Alors ici, deux outils que je vais partager avec vous maintenant. Le premier est un outil, c'est un tableur Excel, tout simple, qui va vous permettre de comparer la dispersion sonore de plusieurs sirènes. Alors, en fonction de la tonalité également. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer brièvement. Mmh. Alors, alors, que je retrouve. Tac, tac, tac.
Là, je rebascule. Voilà. Voilà, en théorie, ça devrait être bon. Donc ici, j'ai la possibilité donc de choisir suivant plusieurs onglets. Il y a plusieurs modèles de sirènes qui sont repris. Ici, on retrouve certains de chez Pfannenberg, mais il y en a d'autres. Alors, au niveau de la tonalité, on peut choisir la tonalité qui nous intéresse. On peut prendre le slow whoop, par exemple. On peut définir un niveau de bruit ambiant. Donc ici, par défaut, il y a 70 dB. On peut dire voilà, qu'on est dans un environnement un petit peu plus bruyant et qu'on veut atteindre 10 dB au-dessus pour couvrir et répondre aux besoins de la norme. On va arriver à une pression acoustique de 90 dB. Et donc, on voit ici exactement la couverture sonore que va offrir cette sirène. Je vais pouvoir couvrir 27, plus ou moins presque 28 mètres carrés grâce à ce modèle. Si j'ai besoin de plus, je peux à ce moment-là aller choisir un autre modèle de sirène. Et là, je vais voir qu'effectivement, je vais avoir une plus grande couverture sonore. Donc, un petit outil assez facile à utiliser et qui vous permet de comparer très rapidement plusieurs solutions. Alors, nous avons également un deuxième outil. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Donc, il s'agit d'un outil en ligne, tout à fait gratuit, immédiatement accessible, donc via le site ici, que je vous repartagerai par la suite. Et donc, on peut choisir ici technologie de signalisation, outils de sélection, de configuration, donc il y en a plusieurs. Si on fait l'outil de sélection, par exemple, un nouveau projet que je vais appeler test, l'entreprise test, voilà. Je vais choisir le type de signal que je veux utiliser, si je veux de la signalisation visuelle, acoustique, combinée ou à texte. Je peux prendre du combiné, pourquoi pas. On peut choisir sa tension d'alimentation, la couleur des lentilles, c'est-à-dire du rouge. On peut choisir le type d'énergie voilà, qu'on souhaite mettre en place. Voilà, on peut dire qu'on veut une couverture plus intensité. Voilà. On peut choisir des niveaux de pression sonore également. Voilà. Et on peut choisir la couleur du corps. Et donc à ce moment-là, on va avoir une proposition qui va être faite ici sur base de certains modèles qui ont été donc sélectionnés spécifiquement par rapport aux besoins que j'ai renseignés. Et donc là, je peux aller chercher des informations un petit peu plus détaillées sur le produit. Et tous les détails techniques qui m'intéressent, ainsi que toutes les certifications auxquelles le produit répond. Voilà, ça c'était donc un bref aperçu des deux outils. Alors, je reviens maintenant à ma présentation. Hop. Tac. Voilà. Nous revenons où nous étions. Les dispositifs de signalisation visuelle. Alors, comme j'ai parlé du son il y a quelques minutes, je vais vous parler très brièvement de la lumière. Alors, la lumière, grand débat. Alors, il faut savoir que la lumière telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça fait pas si longtemps finalement qu'on est parvenu à mettre, vraiment des mots. Ce qu'il faut savoir que, les scientifiques planchent dessus depuis l'Antiquité. C'est plus ou moins aux alentours du XVIIe siècle que finalement, on est parvenu à mettre en place quelques théories. Et donc, finalement, au début, on se disait: «Oui, mais bon, la lumière, est-ce que c'est une onde?
un peu comme le son. Est-ce que c'est autre chose? Et donc finalement, ben, on en revient à une espèce de dualité. Donc pendant plus de 100 ans, on a cru que la lumière était en fait un corpuscule qui se déplaçait à travers ce qu'on appelle un éther. Alors c'est une théorie voilà, qui a eu son temps et qui a été remise en cause par la suite. On a dit, ben non, finalement, non, c'est bien une onde qui se déplace comme une ride à la surface de l'eau. Et donc finalement, ben, c'est un jeune homme bon, qui était un peu cancre à l'école, qui s'est repenché sur la question et puis qui a dit, ben, moi finalement, je suis pas d'accord, il y a quelque chose qui me chipote, je vais creuser ça. Et donc, il était employé dans le bureau des brevets à Berne, en Suisse. Euh, et le soir, ben, il faisait de la physique. Et donc, ben, en fait, il est arrivé à la conclusion que la lumière, en fait, c'est à la fois une onde et c'est à la fois ben, ce qu'on appelle un corpuscule. Et donc, qui se déplace à travers ben, des photons. Voilà, pour la petite histoire. Et ben, ce jeune employé, ben, il s'appelait Albert Einstein, pour la petite histoire. Alors, pour revenir à nos moutons, au niveau des diffuseurs lumineux ou des flashs, ou comme on les appelle chez nous en Belgique, on retrouve trois catégories. Donc, il y a les versions ceiling, plafond, il y a les versions wall, murale, et ensuite ce qu'on appelle les versions open class ou montage libre. Alors, elles ont plusieurs formes, mais elles ont une chose en commun, c'est qu'elles ont une illumination minimale de 0,4 lumens par mètre carré. Donc ça, c'est le minimum commun. Alors au niveau de la forme, ça on va le voir directement, les mesures sont faites d'une manière tout à fait différente. Et donc ici, on va voir la distance maximale où ben, l'illumination de 0,4 lumens au mètre carré est atteinte. En mode open class, pardon, en mode plafond, on prend ben, un cylindre en fait. En mode mural, on va prendre, ben, ça va donner la forme d'un rectangle. Et alors en mode open class, ben, la forme d'un cube. Alors, la version open class a certains avantages par rapport à la version mur et plafond, ben, c'est qu'on peut l'utiliser comme on veut et où on veut. Donc, cela apporte une flexibilité maximale au niveau de l'installation. Ça veut dire également que je vais devoir mettre moins de dispositifs pour la signalisation. Ça veut dire aussi que je n'aurai pas de double stockage, je n'aurai pas des versions et mur et des versions plafond en stock. Donc, ça simplifie la logistique. Le dimensionnement est simple et rapide. Et bien sûr, ça offre une couverture de signalisation qui est maximale. Alors, plus parlant encore, un exemple, on va prendre une pièce, donc un entrepôt typiquement, longueur 20 mètres, largeur 8 mètres, hauteur 3 mètres. En fonction que j'utilise des flashs open class, des flashs plafond avec une certaine certification, ou encore d'autres flashs plafond, ben, ma couverture va être différente. En version open class, ben, je vais couvrir finalement une zone qui va être de plus ou moins 11 mètres par 8. Donc finalement, avec deux flashs, ben, je couvre toute la zone. Ici, en version certifiée 7,50 m par 7,50 m, ben, je vais devoir en mettre 6. Donc j'augmente mon nombre de points d'installation. Si je prends les versions qui ont le plus bas niveau d'illumination, ben, là, à ce moment-là, je vais devoir en mettre 8. Et tout ça pour, au final, couvrir la même zone, exactement le même endroit. Voilà, donc ici, on voit un petit peu les distances dont on a parlé, la hauteur maximale, donc on peut monter jusqu'à 9 mètres. Et on peut couvrir, ben, en termes de recul, une distance jusqu'à 10 mètres. Donc ici, clairement, dans les milieux industriels, c'est nickel. Alors, un grand débat également, c'est la technologie LED par rapport à la technologie au xénon.
Alors le xénon, en fait, des études ont démontré qu'au niveau de la perception de l'œil humain, on va avoir une intensité qui va monter ici quasiment jusqu'à 100 000 candela, et puis qui va ralentir progressivement jusqu'à revenir à zéro. Donc on va avoir une perception dans la durée qui va être relativement longue. Avec le LED, on va avoir une perception qui va être moindre, donc on va se trouver aux alentours des 400 candela. Ça va redescendre très vite et ça va revenir aussi vite. Mais donc, en fonction du résultat qu'on veut obtenir, finalement, on ne va pas choisir le même type de solution. Alors, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Les avantages du xénon, ben, typiquement pour les applications industrielles, dès qu'on a une hauteur de plafond qui dépasse 3 mètres, on va plutôt choisir du xénon dans ce cas. Alors pourquoi? L'intensité de flash est plus élevée, la durée de flash est plus courte, et donc ce sont des résultats approuvés par le groupe de recherche du BRE. Le rapport couverture-consommation d'énergie est meilleur au final que les appareils à LED. Pourquoi? Parce qu'on va en mettre moins. Donc si j'additionne tous mes flash LED par rapport à un ou deux flash xénon, je vais avoir un meilleur résultat au final. Et donc, ça veut dire que mon installation ne va pas être surdimensionnée, je ne vais pas sursolliciter mes alimentations non plus. Alors, les données BIM, facile à retenir, hein, ça, mes enfants, souvent, quand ils se clashent, ils se disaient et BIM, hein, facile à retenir, j'imagine, ça doit être pareil chez vous. Alors, BIM, c'est quoi? Donc, en résumé, c'est la modélisation des informations du bâtiment. Donc, c'est un processus soutenu par divers outils, technologies, contrats, impliquant la génération, la gestion de représentations numériques des caractéristiques physiques et fonctionnelles des lieux. Le modèle d'information sur le bâtiment sont des fichiers informatiques, souvent, mais pas toujours dans des formats propriétaires, et contenant des données propriétaires, qui peuvent être extraits, échangés ou mis en réseau pour soutenir la prise de décision concernant un actif bâti. Alors, beaucoup de blabla. Alors, la plupart d'entre vous savent bien comment ça fonctionne au niveau des bureaux d'études. Donc, on va avoir un plan d'architecture globale du bâtiment dans lequel on va intégrer toutes sortes de données, qu'il s'agisse des technologies de ventilation, de chauffage, de mobilier de bureau, pourquoi pas. Et forcément, on va retrouver également nos chers produits de détection incendie, les centraux, les détecteurs, les sirènes et les flashs. Donc ici, on retrouve la phase de conception finalement. Donc ici, c'est le moment où on va penser le projet, où on va le décider. Ici, c'est le moment où on va commencer à un peu le dessiner, le mettre en musique. Là, la phase qui nous intéresse fortement, c'est là où on va commencer à intégrer toutes les technologies à l'intérieur du bâtiment. Et vient ensuite la phase d'analyse. On va vérifier le bon fonctionnement, la cohérence de toutes les données qu'on a récoltées. La phase de documentation va aller recueillir toutes les informations. Et puis la mise en œuvre du bâtiment jusqu'à sa construction, et ainsi de suite. Et puis on recommence. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, les données BIM en signalisation, ça donne quoi? Alors aujourd'hui, on a une prise en charge des données BIM qui est, je dirais, quasiment obligatoire. Je ne connais pas un fabricant qui n'a pas de données BIM de ses produits. Auparavant, on avait tendance à parler de données plutôt en format DWG, qui est un peu plus lourde. Aujourd'hui, en BIM, c'est beaucoup plus léger et ça contient plus d'informations également. Mais ça, on va voir un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, on est capable de fournir des bibliothèques de produits avec des données 3D évolutives. L'avantage pour le client, c'est l'automatisation du processus de planification. Et c'est aussi le fait de pouvoir réagir de manière immédiate et facile aux changements de paramètres. Donc, effectivement, on a un paramètre différent. On va rajouter de la carpette dans un bâtiment, on va rajouter des portes anti-bruit, on va rajouter des rayonnages. Ça va modifier ma planification initiale.
Si effectivement, à la base, j'avais prévu de mettre X quantité de sirènes et que je rajoute des éléments, ben, on va voir l'impact que ça aura sur ma sirène. Alors on en parlait, ben, le fameux format DWG, hein, qu'on avait à l'époque, très détaillé. Donc on retrouvait les vis, les petits angles, etc. Ben, en format BIM, on va alléger, donc on va épurer. Et parce que bon, finalement, la sirène ne représente qu'une infime partie du fichier global du bâtiment. Vous imaginez bien, entre tous les autres systèmes d'électricité, de contrôle d'accès, etc. Et dans ce fichier, ben, on va retrouver toutes les informations importantes de mon produit, donc son voltage, sa consommation électrique, sa puissance, sa couverture. Et alors, on retrouve des informations comme la catégorie dans laquelle il rentre, le type de produit, de famille, sa référence, etc., etc., et le nom du fabricant, évidemment, ainsi qu'un lien vers sa fiche technique. Voilà. Alors, il existe de nombreuses bases de données BIM actuellement, donc qui sont en libre accès. On retrouve, pour ne pas les citer, Archiproduct, BIM Co, BIM Object, et sinon, sur en général les sites des fabricants également qui les mettent à disposition. Alors ici, numérisation, les fonctionnalités, la modélisation des informations du bâtiment nécessite une approche de couverture 3D afin de couvrir une zone spécifique. Donc on le voit ici dans l'image. Oups, pardon. Euh, on a ma sirène ou mon flash qui est installé là et on voit immédiatement sa zone de couverture ici qui est reprise. Donc je vois immédiatement jusqu'où je va porter mon flash ou ma sirène. La prise en charge de ces données fonctionnelles permet à l'utilisateur de vérifier les fonctions déjà présentes dans la maquette numérique du bâtiment ou de l'usine. Donc là, n'importe qui va ouvrir le fichier va immédiatement comprendre ce qui est intégré et il va pouvoir immédiatement travailler en fait. Ici, un petit aperçu des données disponibles et du nombre de produits disponibles dans la gamme. Donc tout ça est public et mis en ligne. Les datasheets, très classiques. Alors ici, je peux vous montrer rapidement une petite présentation pour que vous vous rendiez compte également de la manière dont ça se passe. Alors, tac, 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 tac. Hop, voilà, on y est. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une approche holistique, hein. Donc, je vais pouvoir déplacer ma sirène ou mon flash sur un poteau, sur un mur, au plafond, et voir tout de suite le, le rendu, en fait. Voilà. Et alors ici, vous avez encore un petit rappel du lien, mais que je vous fais parvenir également par mail par la suite. Alors, je pense que j'étais quasiment arrivé au bout. Je reviens à ma présentation initiale. Hop.
Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu rapidement dans la vidéo. La partie 4, solutions et produits. On retrouve dans la gamme Fannenberg de nombreuses solutions. Ici, les solutions flash, les solutions combinées, donc qui vous permettent toujours d'avoir un seul point d'installation, toujours plus facile, un gain de temps non négligeable. Et ensuite, les solutions sonores, de la plus petite à la plus grande. Également, des dispositifs pour les zones ATEX, donc ce qu'on a quand même de plus en plus en ce moment. On va retrouver de la sécurité intrinsèque, des zones antidéflagrantes, ou alors des zones un peu mitigées, hein, ce qu'on appelle les zones 2, 22, donc qui ne nécessitent finalement que la déclaration du fabricant. Donc c'est un petit peu plus léger que certains autres produits qu'on a pu déjà voir dans le passé, et ça permet de répondre tout à fait aux besoins à un budget un peu moindre. Ici, une liste complète des solutions existantes avec toutes leurs certifications. La majorité sont certifiées EN54, VDS, également certifiées UL, très intéressant pour les entrepôts de l'armée américaine. Il y en a quand même quelques-uns, pas très loin de chez nous. Un mot rapidement à propos de Tronix. Donc, nous sommes une entreprise dynamique spécialisée dans les solutions hardware, l'équipement électronique d'automatisation et les dispositifs de signalisation, ce qui est l'activité historique de Tronix. Nous sommes donc distributeurs à valeur ajoutée. La société telle qu'elle existe aujourd'hui a été fondée en 1999. Le siège social est basé à Wavre, en Belgique. Et donc, nous avons des succursales ou des filiales en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Au total, nous sommes une équipe de plus de 40 personnes à votre service. Voilà. Si vous avez notre équipe et encore d'autres personnes, bien entendu, derrière, que je voudrais remercier au passage, la logistique, la finance, et j'en oublie, mais voilà. Et comme ça vous permet également de mettre un visage pour ceux qui n'auraient pas encore vu Thibaut. Voilà, je vous remercie pour votre présence et votre participation, et je vous dis à bientôt.